Bonjour Amélie Oudéa-Castéra. Bonjour. Alors, les Jeux paralympiques démarrent ce soir, les premiers à Paris. Après le succès des JO, comment on fait pour être à nouveau à la hauteur ? Je crois qu'on a tous envie de retrouver ces émotions, cette joie, cette ferveur, cette cohésion, ce partage. Donc on a fait en sorte d'être aussi irréprochable que possible dans les préparatifs, dans l'organisation, en travaillant en équipe avec minutie. Et donc Chacun tout est des prêt. détails de l'organisation, la sécurité, les transports, la mise en accessibilité universelle des infrastructures, des services, de l'accueil pour les personnes en situation de handicap, la préparation de notre système de santé, faire en sorte aussi que les acteurs du tourisme soient prêts à accueillir l'ensemble des visiteurs, les éléments liés à la baignabilité de la Seine, tout ceci se reproduit par rapport à notre épisode olympique. Sur l'engagement territorial, là aussi, nous faisons en sorte, même si les épreuves sont plus concentrées sur la région Île-de-France, d'avoir les mêmes espaces de célébration. Il y aura plus de 70 clubs 2024 à travers la France, qui sont des fan zones dans les territoires. On aura également des mini-clubs 2024 au cœur des établissements scolaires. Plus de 350 d'entre eux exactement se sont manifestés, ont dit leur envie de mettre en place ce type de dispositif. Une grande billetterie populaire qui permettra aussi d'avoir près de 200 000 scolaires invités dans ces épreuves. Donc on va revenir sur tout ça, là sont très importants. Et évidemment, le dernier ingrédient qui est clé, la qualité de la préparation tricolore, des moyens très importants qui ont été mobilisés par l'État au soutien du mouvement paralympique et une délégation qui a de l'enthousiasme, qui est prête, qui a confiance avec des objectifs qui sont élevés puisque nous voulons essayer d'atteindre le top 8 Alors, si on prend au tableau des médailles. Chronologiquement, en juillet, l'euphorie avait démarré dès la cérémonie d'ouverture qui avait montré une France audacieuse, diverse, inclusive, moderne que le monde entier avait observée. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ce soir à ce tableau à la Concorde ? Je pense un message peut-être encore plus puissant en matière, y compris avec le soutien de l'artistique qui va s'exprimer d'une manière différente avec plus de danseurs, ce message sur les corps, ce message sur l'inclusion. Cette cérémonie s'intitule Paradoxe. Il y a une notion au départ de discorde qui devient ensuite un message de concorde sur la place bien nommée. Et le message va être symboliquement et artistiquement très fort. En même temps, ça va être une cérémonie vive, joyeuse, et qui permettra d'exprimer l'élégance à la française, ce chic. Quand vous dites ça dérangera, ça veut dire quoi ? Oui, c'est les mots de Tony Estanguet. Je pense que c'est intéressant de les évoquer. C'est cette idée de frapper les esprits, de frapper aussi les cœurs, pour marquer, symboliser parfois les obstacles que vivent au quotidien les personnes en situation de handicap. La nécessité de montrer qu'avec peu de choses, leur expérience, leur quotidien peut changer et que, avec ces progrès, on peut créer, atteindre cette égalité que nous leur devons, que nous recherchons et à laquelle d'ailleurs nous avons ardemment travaillé dans le cadre de ces Jeux paralympiques. Est-ce qu'il s'agira aussi, comme on a pu le voir pour la cérémonie d'ouverture des JO, que la cérémonie d'ouverture ce soir fasse peut-être parler, quitte même d'ailleurs à créer un peu la controverse ? C'est le souhait ? Il n'y a pas de volonté de choquer. Il y a une volonté d'interpeller, d'ouvrir les esprits, les consciences, mais de porter fondamentalement un message d'harmonie. C'était déjà la dernière fois le cas. Vous savez que Thomas Joly avait beaucoup insisté là-dessus, sur son intention artistique, qui était celle de cette réconciliation, qui était celle de cette inclusion. Là, elle va recevoir un visage différent, un visage nouveau, avec toute une dimension de chorégraphie. On aura 500 artistes, dont un peu plus de 150 danseurs. Une partie d'entre eux, ces danseurs, sont en situation de handicap eux-mêmes, avec une créativité qui va être à nouveau extrêmement puissante. Vous savez qui va allumer la vasque ? Je ne trahis pas Est-ce que vous les savez secrets. Qui va allumer la vasque ? Je ne trahis pas les secrets. Je me doute bien que Ce vous qui a n'allez pas été nous le dire. dit, vous le savez, c'est qu'il y aura la fin d'une première partie du relais paralympique devant l'hôtel de ville avec Riyad Salem et avec Sirena Samba Mayela, voilà, qui Samba va permettre la seule médaillée un formidable d'athlétisme tandem du mois d'août. Ouais. en situation de handicap, valide et deux grands champions. Ensuite, il y aura un dernier segment par lequel la flamme arrivera à nouveau et allumera la vasque. Et ce moment est un moment de grande poésie, un moment où on va retrouver cette vasque tant aimée.
La dernière fois, je vais être honnête avec vous, il y avait eu une ou deux petites choses auxquelles moi-même je ne m'attendais pas. Donc je suis sûre que les équipes de Thomas Joly, de Tony Estanguet, Victor Lemann aussi, qui est le directeur musical de ces cérémonies, nous réserve, y compris pour des gens comme moi qui sommes au cœur de ce projet, quelques surprises encore. C'est un grand bonheur, un grand plaisir à l'idée d'assister à cette cérémonie d'ouverture. 20 heures, qu'on soit tous présents. On se souvient du record d'audience pour les Jeux Olympiques. Il faut qu'il y ait la même participation populaire de chacun. Pour qu'il y ait cette participation populaire, il faut que les Bleus décrochent des médailles. Clairement, il y a un objectif qui est le top 8 au classement. Oui. 20 titres au moins. Vous, le chiffre que vous donnez ce matin, c'est quoi ? Oui, c'est ça. On parle de 100 médaillables. C'est un objectif ambitieux, Bérangère Bond, puisque on ne l'a pas atteint depuis les Jeux de Sydney en 2000. Comme pour les Jeux Olympiques, le classement, il se base sur l'or. L'or, on en avait eu des médailles d'or 11 à Tokyo. Pour atteindre ce top 8, on sait qu'il faut en avoir entre 22 et 25 à peu près, hein, si les résultats sont constants par rapport aux dernières éditions. Et du coup, ça veut dire doubler ce nombre de titres. Et bien sûr, à terme, notre ambition va être, comme pour les Olympiques, d'avoir une entrée dans le top 5, dans le top 5, et donc d'ancrer durablement le travail qu'on a mené aux côtés du mouvement paralympique, les moyens que l'État a mobilisés. Merci Amélie Oudéa-Castéra d'être avec nous ce matin. Et vous restez bien évidemment dans ce 8h30 France Info. On se retrouve juste après le fil info de 8h40 et c'est Damien Mestre que l'on retrouve. Les agressions de médecins une nouvelle fois en hausse l'an dernier, c'est ce que révèle sur France Info ce matin le Conseil national de l'ordre des médecins. Après les violences contre une généraliste il y a 2 semaines à Marseille, 10 syndicats appellent le gouvernement à agir de toute urgence. Rachida Dati veut une coalition entre la droite et le camp présidentiel. La ministre de la Culture le dit ce matin alors qu'Emmanuel Macron doit justement s'entretenir une nouvelle fois aujourd'hui avec les représentants de la droite. Pouvoir d'achat, sécurité, maîtrise de l'immigration, il est possible de s'entendre, liste Rachida Dati. 50 000 personnes attendues ce soir à Paris sur les Champs-Élysées et place de la Concorde, cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, coup d'envoi de 11 journées de compétition. Et puis ça ne passe pas pour Caroline Garcia à l'US Open de tennis. La numéro 1 française sèchement battue hier dès le premier tour, défaite face à la 92e mondiale 6-1, 6-4. France Info. Le 8h30 France Info, Bérangère Bond, Adrien Beck. Et ce matin, Amélie Oudéa-Castéra, ministre démissionnaire des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. On parlait des objectifs sportifs, 22 à 25 titres, vous dites. Des femmes, on l'espère, la France est assez en retard sur la parité pour les Jeux paralympiques, pour le handisport. Même si on est passé de 25% de parasportifs françaises à Tokyo à 30% aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez lancé pour changer ça réellement ? Vous l'avez dit, on a un petit challenge sur ce sujet-là. On avait réussi cette parité impeccable sur le volet olympique. Là, en effet, on est plutôt autour de 32%. On a une délégation tricolore pour l'ensemble de des délégations. 237 personnes et on a 82 femmes. Et on a la nécessité de continuer à féminiser cette délégation au meilleur niveau. C'est dans le cadre du programme à la fois qu'on mène pour Milan-Cortina, pour les Jeux de Los Angeles, pour ceux de Brisbane, mais aussi à travers un programme spécifique que nous déployons en soutenant pour cela le comité paralympique et sportif français. Pourquoi ça coince ? La relève et la nécessité de continuer à recruter parmi les jeunes femmes des personnes qui auront envie, d'ailleurs éblouies, y compris par ces jeux, on comprend, de s'y mettre et de monter ce que vous nous dites, mais qu'est-ce qu'on a raté ? On n'a rien raté, vous savez. Mais pourquoi le mouvement ailleurs c'est différent ? Il se structure à toute vitesse. Il se professionnalise, il s'internationalise. Il y a aussi un développement technologique qui change beaucoup la donne. Et tout ça fait que d'ailleurs, au classement des médailles, au volume de médailles par nation, il y a eu beaucoup de différences, beaucoup d'évolutions depuis les Jeux de Barcelone. Donc cette structuration, nous l'accompagnons. Nous mobilisons plus de 50 millions d'euros aujourd'hui au service de la délégation paralympique et de son développement, de sa structuration dans les territoires. On a ce programme qui s'appelle La Relève. Nous formons aussi 3000 clubs inclusifs à l'accueil des personnes en situation de handicap pour aller élargir ce vivier, encourager les jeunes femmes qui vont faire l'objet de notre attention prioritaire, je l'ai dit, en vue des Jeux de Los Angeles et de Brisbane. Mais en 2 mots, on en a pris l'engagement avec Marianne Louis-Le Fur. C'est plus compliqué pour une femme en situation de handicap
que pour un homme de se lancer dans une carrière ? Il n'y a pas de raison que ça soit plus compliqué. Vous savez, on a attendu 2024 pour avoir la parité aux Jeux Olympiques. On sera très en avance. Rappelons-nous que les premiers Jeux paralympiques, c'est à Rome en 1960. Atteindre la parité rapidement. Moi, j'avais lancé le défi à Karen Bass, la maire de Los Angeles, pour que dès 2028, ce que nous avons réussi sur cette parité au JO, ils la réussissent aux Jeux paralympiques. On n'est plus très loin, on progresse rapidement. Alors, Amélie Oudéa-Castéra, le principe de ces Jeux paralympiques est loin de faire l'unanimité chez les personnes handicapées qui se méfient d'une forme de récupération parce que même si tout se passe bien, même si c'est un succès en termes d'accessibilité, ce n'est pas une politique du handicap, ces Jeux paralympiques. Et ils peuvent avoir le sentiment qu'ils retourneront à leurs difficultés après. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Nous les avons reçus à nouveau lundi matin avec ma collègue Fadila Katabi, en charge des personnes en situation de handicap. Et l'échange était extrêmement encourageant parce qu'il souligne l'ampleur des progrès qui ont été faits sur cette accessibilité universelle, c'est-à-dire à la fois pour le handicap moteur, mais également pour les déficients visuels, pour les sourds, pour les malentendants, avec le déploiement notamment par nos opérateurs de transport, que je veux vraiment saluer pour leurs efforts en ce sens, des services qui ont été vraiment rehaussés et qui vont rester en héritage. Je prends un exemple. Les compagnies aériennes, le travail qui a été mené avec Aéroports de Paris permet maintenant d'avoir son fauteuil roulant à la sortie de l'avion. Des salles de change qui, dans les aéroports, vont permettre aux personnes en situation de handicap d'être beaucoup plus à l'aise lorsqu'il s'agit d'attendre dans une interconnexion entre deux vols. Voilà, c'est typiquement ce genre de progrès, de la même manière qu'il y a des choses qui vont demeurer. Je prends un autre exemple qui est celui des 1000 taxis accessibles. Il y a encore 2 ans, nous n'avions que 200 taxis en Île-de-France capables de prendre en charge des personnes usagères de fauteuils roulants. Nous en avons 1000, nous avons parfaitement tenu notre objectif. Ce service a été largement utilisé pendant les Jeux Olympiques. Tout ça va demeurer en héritage. Un autre exemple, nous mobilisons une enveloppe inédite de 100 millions d'euros pour la mise en accessibilité des petits commerces, les hôtels, les cafés, les restaurants, de faire en sorte qu'on soit au rendez-vous et qu'on le soit dans la durée. Et moi, pour créer vraiment un effet cliquet sur lequel on ne revient pas en arrière, j'ai posé un principe fort, qui est de dire à l'échelle du ministère des Sports qu'il n'y a plus de subventions accordées à des organisateurs d'événements sportifs s'il n'y a pas une mise en accessibilité des infrastructures de cet événement pleine et entière, et s'il n'y a pas même une démonstration des parasports. Car on sait que cette visibilité, que j'ai aussi ancrée dans un décret reconnaissant les Jeux paralympiques comme un événement d'importance majeure pour en assurer une meilleure visibilité. Tout ceci, c'est en héritage quelque chose, un socle qui est extrêmement solide. Après, nous savons en toute humilité qu'il reste des progrès importants. On le mentionne souvent sur le métro parisien. Il faudra que cet état d'esprit, cette volonté demeure. Toutes les lignes. Mais aujourd'hui, sur le métro, on s'arrête 2 secondes sur le métro. Des enfants en situation de handicap en milieu scolaire, sur la déconjugalisation de l'allocation. Il faut qu'on puisse vous poser des questions aussi, Amélie Oudéa-Castéra, sur le métro. Valérie Pécresse qui évoque donc cette idée de rendre accessibles les lignes. Est-ce que elle dit toutes les lignes. Toutes les lignes, voilà. Toutes les lignes. C'est envisageable ça, sérieusement. Et à quelle échéance? Elle a évoqué un plan de 15 à 20 milliards d'euros, indiqué que c'était des travaux de 20 ans. Je pense que la stratégie des pas en avant, où nous mettons des segments prioritaires, des stations prioritaires, des lignes prioritaires, je pense notamment à la ligne 6, qui est importante parce que la préfiguration et les analyses, les travaux ont pu être déjà mise à l'étude. Donc là, il y a un socle qui est mûr et qui peut permettre d'accélérer en la matière. Mais pour le coup, vous comprendrez que mon statut de démissionnaire ne me permet pas là-dessus de prendre quelque engagement que ce soit à la place des personnes qui seront en charge de tout cela. Moi, ce que je veux vraiment valoriser, car ils nous l'ont dit, c'est l'ensemble de ces progrès qui ont déjà été effectués à la faveur de ces tout premiers Jeux paralympiques d'été de notre histoire. L'inquiétude des personnes handicapées dont parlait Adrien à l'instant, sur le principe même des Jeux, c'est que
Ça va au-delà de ces Jeux Olympiques, ça va au-delà du transport. C'est un regard global sur le handicap qui doit évoluer. Il y a un truc qui agace terriblement tout le monde, parmi les athlètes d'ailleurs paralympiques, c'est qu'on parle de super-héros. Teddy Riner lui-même s'est fait gentiment chambrer par Sofiane Meyaoui, qui est un joueur de l'équipe de basket fauteuil, en lui disant mais il faut vraiment que tu arrêtes, tu ne nous aides pas, on n'est ni à plaindre, ni à valoriser de cette manière. C'est quoi le message de ce point de vue-là que vous avez envie de passer ? Moi, je trouve que ce qu'a dit Alexis Anquincan ce matin, je crois que c'était dans les colonnes de l'Équipe, était très intéressant. Il disait, voilà, on est des athlètes avec un petit truc en plus qui est la résilience. Et je pense qu'il y a cette dimension. Ils ont surmonté des obstacles dans leur vie, ils ont fait preuve d'un courage et d'une détermination extrêmement importants qui sont à saluer. Mais après, il y a une performance intrinsèque qui est exceptionnelle. Ils doivent donc être regardés comme des athlètes tout court. Et donc, une performance qui va nous éblouir. On sait qu'il y a toujours beaucoup de records qui sont cassés à l'occasion des Jeux paralympiques. Et le niveau qu'on va voir sur l'ensemble de ces sites de compétition est exceptionnel. Vous parliez de l'héritage des JO. Il y a aussi le sport en héritage en quelque sorte, puisqu'il y a les inscriptions qui commencent dans les clubs des clubs de sport en cette rentrée. Est-ce qu'on constate dans les remontées que vous avez d'ores et déjà un effet JO ? Oui, absolument. De quel ordre ? J'ai échangé notamment avec le président de la fédération de tennis de table. Vous savez, il a une base de licenciés. On pense au frère Lebrun, évidemment. Frère Lebrun, un peu plus de 200 000 licenciés. Il sent déjà une attente extrêmement forte et il anticipe qu'à terme, il puisse y avoir une progression de quasiment 25% de sa base de licenciés. On s'attend aussi à ce que, par exemple, en BMX, en natation, il y ait une poussée très forte de nouveaux licenciés. Comment on fait pour les garder ? Nous sommes à la hauteur en matière d'équipement, aussi sur le volet des ressources humaines avec les éducateurs, avec les bénévoles que je veux saluer pour leur engagement en la matière, et aussi avec les aides financières pour permettre aux familles modestes de financer avec une subvention de 50 € l'entrée dans un club. Qu'est-ce que vous allez faire pour que ce soit pérenne ? Tous les gens qui étudient ça disent l'année juste après les Jeux, ça augmente, l'année 2, ça stagne, et après, ça redescend. Oui, vous avez raison de souligner que c'est un défi. On l'avait vu à Londres, où il y avait eu un vrai boost dans l'activité physique et sportive, mais qui avait été un petit peu complexe à maintenir dans la durée. Donc ce sera une vraie priorité pour l'avenir. Le message qui a été porté par le président de la République en faisant de l'année 2024 la grande cause pour la promotion de l'activité physique et sportive, c'est la première fois en 46 années. Cet effort, il doit se maintenir dans la durée. Là encore, les investissements que nous avons consentis dans les équipements sportifs, une enveloppe de plus de 1 milliard d'euros depuis 2017, elle est là pour durer. Amélie Oudéa-Castéra, vous restez bien sûr avec nous. On va parler également de politique, juste après le fil info de 8h50. Et c'est le retour de Damien Mestre. La cérémonie des Jeux paralympiques a vocation à interpeller et à ouvrir les esprits, c'est ce que dit sur France Info la ministre des Sports, alors que ces Jeux débutent ce soir pour 11 jours. 50 000 personnes sont attendues dans la capitale pour assister à la cérémonie. Aura-t-on un nouveau Premier ministre d'ici la fin de la semaine ? C'est en tout cas ce que souhaite Emmanuel Macron, selon les informations de France Info. Le président de la République qui poursuit ses consultations. Aujourd'hui, il reçoit une nouvelle fois les représentants de la droite à l'Assemblée nationale. L'armée israélienne dit mener une opération contre-terroriste en Cisjordanie occupée, notamment dans la ville de Jénine. Le Croissant Rouge par les Palestiniens parle ce matin d'au moins 10 morts dans des bombardements. Et puis le lancement de la fusée de SpaceX à nouveau reporté ce matin. Une fusée qui doit transporter 4 passagers pour une mission historique, la mission Polaris Dawn, qui doit permettre à des astronautes privés de sortir pour la première fois dans l'espace hors de leur vaisseau. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et ce matin, Amélie Oudéa-Castéra, ministre démissionnaire des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Avant de parler de politique, la VASC, on avait compris que tout le monde voulait la garder. Il y avait un petit sujet sur où. Est-ce que ça a avancé ? On continue là-dessus de porter les différentes études en lien avec le ministère de la Culture, en lien aussi avec la ville de Paris. C'est une très belle création, ce designer Mathieu Lehanner qui avait fait un travail formidable, les équipes d'EDF, d'Enedis, puisqu'elle est aussi propre cette base, puisqu'elle est raccordée aux énergies renouvelables. C'est une trace mémorielle, oui, qu'on a envie d'une manière ou d'une autre de pouvoir conserver. Mais on a parlé de la Villette. Il y a un enjeu autour de la résistance, du contexte, les aléas climatiques,
les coûts de tout cela. Là-dessus, le président de la République aura certainement à cœur, au milieu du mois de septembre, quand il y aura ce défilé, de porter un certain nombre d'annonces sur ces sujets-là. Nous continuons l'analyse partenariale de ces enjeux-là. Donc, c'est pas complètement fait, si on de vous écoute garder bien. quelque chose de durable au-delà de l'héritage que j'ai évoqué tout à l'heure, y compris sur cette trace mémorielle. Vous parlez du coût, à plusieurs sens du terme, c'est pas complètement fait. Il se peut qu'on... Encore une fois, je ne veux pas préempter les annonces en la matière. Le travail continue. Ce qui est important, c'est de se dire que dès aujourd'hui, on va la voir réapparaître, monter dans le ciel, dans les hauteurs, avec à peu près de l'ordre de 30 000 personnes qui pourront la visionner à proximité des quais. Et un symbole qu'on va avoir bonheur à retrouver pendant ces 12 jours de Jeux paralympiques. Amélie Oudéa-Castéra, revenons sur terre, si j'ose dire, avec l'actualité politique. Et vous êtes ministre, on le rappelle, démissionnaire. La France se cherche toujours un Premier ministre. En tout cas, Emmanuel Macron poursuit ses consultations. Et ce matin, François Hollande, concernant la non-nomination de Lucie Castet pour le nouveau Front populaire, évoque une faute constitutionnelle et politique. C'est une faute constitutionnelle et politique ? En rien. Le président de la République nomme le Premier ministre, c'est l'article 8. Il a là-dessus une liberté de choix et elle est assise sur des consultations qui reflètent l'équilibre des forces C'est un ancien président qui le dit, garant des sortent, institutions qui le dit. Quand même. De ces élections législatives. Il a à cœur, et il l'a répété à plusieurs reprises, de sécuriser la stabilité institutionnelle de notre pays, la continuité. Et voilà, il l'a dit, ce Premier ministre ou cette Première ministre sera nommé dans les prochains jours avec un processus qui aura été très respectueux avec ce dialogue avec les différents partis et cet appel qu'il a lancé aux partis de travailler aussi entre eux de manière à permettre de trouver un agenda et des compromis politiques, des compromis législatifs, rendant ce futur gouvernement viable. Quand Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, dit ce matin, il s'accroche à son trône comme une moule à son rocher, il n'est pas le seul à le dire. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça quand même ? Il est le président de la République, rien ne change. Et on est au 43e jour de gouvernement démissionnaire. Ça ne pose pas, là aussi, un problème institutionnel. Non, il avait, dès le 10 juillet, exposé sa méthode en disant qu'avant de traiter les questions de personnes, il fallait qu'il y ait un travail qui soit mené par les différentes forces, notamment les forces républicaines, sur des idées, sur un programme, sur des éléments de consensus permettant de gouverner de manière durable et viable ce pays. Ensuite, il y a eu plusieurs étapes. Toutes les nominations qui sont intervenues au niveau de l'Assemblée nationale, le travail qui a été mené par plusieurs des partis qui ont pu livrer les uns un pacte législatif, les autres un pacte d'action. Ces éléments-là sont autant de briques qui sont aujourd'hui sur la table et je note que les partis eux-mêmes continuent d'évoluer. On voit que ce dialogue, il n'est pas complètement au bout. Il y a des dissensions qui aussi se font jour, des positions différentes qui s'expriment. Je regarde au sein on va dire des forces politiques constitutives du nouveau Front populaire. Certains demandent la destitution, d'autres veulent marcher, d'autres sont pour la censure, d'autres sont au contraire pour travailler et continuer à essayer de trouver des solutions constructives. Donc ce processus avance vite, il va aller à son terme dans les tout prochains jours. Vous allez vivre ce soir, Amélie Oudéa-Castéra, la cérémonie d'ouverture des paras comme ministre. Peut-être ne le serez-vous plus pour la cérémonie de clôture. Est-ce que vous y êtes préparée ? Bien sûr. Vous savez, moi, je suis au travail avec, au quotidien, une seule obsession qui est de faire tout ce qui est en ma capacité pour que ça marche pour le pays. Voilà, je ne suis animée par aucune autre volonté, aucune autre ambition que celle-ci. Donc ça me permet de vivre cette période en étant concentrée, en étant, encore une fois, tout à la tâche, rien qu'à la tâche, et centrée sur le succès de ces Jeux paralympiques après le très beau succès collectif que nous avons obtenu avec les JO. D'un tout petit mot, vous auriez envie de rester à ce poste, même si la coalition venait à évoluer ? Je ne me pose pas la question vraiment en ces termes. Je crois qu'il y a, c'est de la langue de bois. Non, mais vraiment un temps pour tout. Moi, j'ai tout donné à ma mission depuis 2 ans et demi. Au service de mon pays, ça m'a apporté
énormément. J'ai essayé de donner tout ce que j'avais, dans les bons, dans les moins bons jours. Aujourd'hui, de voir cette place rehaussée du sport en France, ça suffit à me donner beaucoup de bonheur. Et après, toujours de la politique ? On verra. Je pense que l'engagement citoyen, l'engagement dans la chose publique... Parce que vous ne serez pas député, contrairement à 17 de vos collègues du gouvernement. Et il y a beaucoup de façons différentes de s'investir pour son pays. Moi, c'est ça qui me plaît. Amélie Oudéa-Castéra, ministre démissionnaire des Sports et des Jeux Olympiques. Merci d'avoir été l'invitée du 8h30 France Info ce matin. Merci Bérangère Bonte. À demain.